en direct avec Louis Alliot, nouveau maire de Perpignan. Alors ça date de 3 mois, c'est le premier trimestre, monsieur Alliot. Oui, enfin, c'est installation le 3, mise en place des délégations fin juillet, le mois d'août, beaucoup de, on pourrait dire, beaucoup d'absentéisme, beaucoup d'absents, Oui. beaucoup de choses. Et puis, en fait, début de mandat, officiellement, on va dire début septembre. Donc vous êtes acclimaté. Alors il y avait des gens qui avaient promis de résister de l'intérieur, qui n'ont pas été féroces. Je vois monsieur Leroy, il vous aime bien finalement. Oh, il n'est pas tout à fait de l'intérieur. Hein. Il est Non, c'est ce qu'il avait déclaré. Oui, non, mais bon, voilà, on n'est pas non plus, je veux dire, des gens qui ne respectent pas les règles. Il y a une élection, il y a un élu, il y a une mairie, il y a un visa international qui intéresse le monde entier, le photojournalisme. On ne va pas quand même commencer à se faire la guerre sur des choses comme ça. Le festival, il existe, c'est lui qui le dirige, il continue à le diriger. Ça s'est bien passé, voilà. Comme dirait un serveur, ce à quoi on a répondu non, on ne s'est pas battu. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est alors, normal. Vous avez eu des ralliements spectaculaires, le directeur de cabinet de Madame Malherbe, qui a débuté sa carrière à la télé de Perpignan. Oui, c'est vrai. Monsieur Stéphane Babet, j'ai toujours le t-shirt, c'est pour ça, c'est lui qui me l'avait offert. Donc, pareil, alors on parle aussi de Jean de Narbonne qui viendrait vous rejoindre votre équipe. Oui, enfin, on dit beaucoup de choses. Oui, est-ce que vous les confirmez ou pas? Mais c'est pas ça, c'est qu'on est là au service d'une mairie. Il y a des gens qui ont des profils nécessairement différents. Oui. C'est ce que j'explique à tout le monde. Si le RN est passé de 10 à 30, puis est devenu majoritaire, c'est qu'il y a bien des gens qui n'étaient pas RN à l'origine, qui ont rejoint le mouvement. Pour la mairie, c'est pareil. On a commencé, je le rappelle, en 2008 à 10%. Bon, ben voilà, en 2014, on sentait bien qu'on pouvait réussir à faire basculer la ville. On a réussi de le faire, mais il fallait faire une liste d'ouverture, il fallait faire venir des gens qui ne sont pas nécessairement de mes idées politiques. Mais là, on gère le quotidien. On n'est pas là pour gérer des idées. On vote pour l'homme et on ne vote pas pour le parti. Mais c'est vrai, regardez, vous avez plein de mairies. À Cabestany, le bolchevisme n'existe plus depuis longtemps. Et pourtant, c'est dommage. Et pourtant, regardez... Une expérience soviétique à côté de chez le nous. Le maire de Cabestany est élu facilement dans une ville, somme toute, assez bourgeoise. Je suppose, oui, c'est vrai. Je suppose qu'il gère les affaires de la ville correctement et que les gens votent plus pour l'homme que pour l'étiquette. Alors, du coup, qui ne s'est pas rallié? Qui est parti? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont dit « non, c'est pas possible, Louis Alliot » Écoutez, je ne vois pas, à part... Alexandra Collier s'est barrée? À part que... Non, mais ça, c'est des histoires entre l'agglomération et la ville, comme on dit au foot. Et la clarification entre les uns et les autres. À partir du moment où la mairie ne gère pas majoritairement l'agglo et que l'agglo est géré par une majorité qui n'est pas celle des élus de Perpignan, bon, ben voilà, il y a des fonctionnaires qui choisissent les uns les autres, ça c'est pas normal. Il paraît que M. Villa est fragilisé, je parle de Robert, pas de Pancho. Est-ce que vous pourriez finalement récupérer l'agglo? Ça vous le saurez quand vous l'aurez, vous me direz, mais bon. Non, mais c'est pas ça, c'est voilà. Est-ce que c'est pas l'agglo, c'est un sujet juridique qui est difficile à manier. Voilà. Avant, il y avait l'État UMP, on va dire. Que ce soit d'ailleurs soit lui ou même, mais après sous Pujol surtout, la mairie et l'agglo sont de la même couleur politique à majorité, et donc vous dirigez ça avec une majorité. Là, on savait que c'était terminé. À partir du moment où Perpignan n'est plus UMP et qu'il y a un différentiel entre la couleur politique de la mairie et une majorité de maires de l'agglo, la seule manière de gérer les affaires, c'est de la gérer d'une manière consensuelle. Voilà. Apparemment, ils se sont entendus sur l'élection du président par une petite manœuvre entre Robert Villa et Jean-Marc Pujol, toujours lui, et pour l'occasion, un certain nombre de maires, voilà, le trublion Ferrand est arrivé au milieu, finalement a trouvé sa place puisqu'il a été élu
premier vice-président de l'agglo. Moi, j'ai été élu cinquième vice-président, mais alors que très honnêtement, je pensais ne pas l'être. C'est donc qu'il y a eu un concours de circonstances qui a fait que, mais très clairement aujourd'hui, il n'y a pas de majorité à l'agglo. Bon, le budget est passé, pareil, par un jeu de... Donc, chaque fois qu'il y a un vote à l'agglo et que ce vote se fait au suffrage secret, c'est-à-dire en passant... Oui. Il y a des résultats différents. Oui, voilà. Donc on ne sait pas ce qui peut arriver. Aujourd'hui, ils sanctionnent des maires qui n'ont pas voulu voter aussi des tons pour ceux qui l'avaient demandé. Dans d'autres structures, c'est un peu l'inverse. On ne sait pas du tout. Voilà. Donc en fait, il faut rechercher une majorité de gestion, une majorité de projet. J'ai comme l'impression que le président de l'agglo, lui, croit qu'il est à la tête d'une majorité de droite et qu'il va imposer les choses en dehors de Perpignan, qui a quand même plus du tiers des élus, et en dehors d'un certain nombre d'autres maires qui ne sont pas UMP, enfin LR, et qui ne veulent pas marcher à la baguette dans un système majoritaire villa. Donc tout ça, c'est en train d'être mélangé, et on verra bien ce qu'il en sort dans les semaines et les mois qui viennent, mais il se pourrait très bien que s'il y a, qu'on pourrait dire, une crise d'autorité de l'exécutif aujourd'hui à l'agglo, il se pourrait très bien que le budget au mois de mars ne passe pas. Je vais dire, le plus à l'aise là-dedans, ça reste ma position. Moi, j'ai 31 élus, ça ne bouge pas, et c'est suffisamment important pour demander le vote à bulletin secret pour tout, et voilà, c'est une influence certaine, on ne peut pas se passer de Perpignan. J'espère qu'ils l'ont bien compris quand même. Oui, ce serait compliqué effectivement. Alors oui, mais est-ce que c'est, depuis la loi NOTRe, justement, le maire directement perd de ses pouvoirs au profit de l'agglomération? Est-ce que c'est pas gênant pour vous de ne pas pouvoir jouir de tout le potentiel que vous auriez si vous étiez aussi président de l'agglo? Ça apprend à négocier, ça apprend à le compromis, ça apprend aussi à montrer les dents quand il le faut, mais une chose est sûre, c'est que tout ça se fait au détriment du contribuable et de l'usager, parce que ça devait permettre de faire de réduire des coûts. Mais on s'aperçoit, les grandes régions aussi, s'aperçoit que ça coûte plus cher que ça coûtait avant, pour un résultat qui sur certains points est positif, d'autres pas du tout, d'autres c'est encore l'expérimentation, nous n'en savons rien, donc il vaut mieux que tout le monde se mette autour de la table et discute. Mais aujourd'hui le problème il est que un certain nombre de maires ne veulent pas discuter entre eux, parce que trop intransigeants, trop sectaires, trop ce que vous voulez, pas assez d'intérêt. Donc cette agglomération, comme un peu partout, c'est un peu un marché de dupes, et à la fin c'est quand même le contribuable qui paiera la note. Parce que les impôts, eux, ils ne cessent toujours prélevés, Exactement, et ils ne cessent d'augmenter pour un service public rendu à l'usager qui, lui, est de moins en moins rendu dans tous les domaines. Et là, c'est un vrai problème. Alors, on va parler de votre domaine de compétences. Donc, vous êtes saisi, dès que vous avez été élu maire, la sécurité. Alors, les gens parlent de sécuritaire en ce moment aux actualités. Alors que c'est le mot sécurité, pas sécuritaire. En général, le sécuritaire, c'est quand la sécurité a raté. Oui. Donc vous avez fait, j'allais dire une esclandre, mais le mot n'est pas bien choisi, aux oiseaux. Depuis, il s'est passé quoi aux oiseaux? Parce que vous avez dit que vous allez attaquer... Mais depuis, l'État multiplie les descentes, les interventions, comme la police municipale d'ailleurs. Il y a eu... un certain nombre on pourrait dire, d'interventions plus ou moins viriles dans un certain nombre d'autres quartiers. Le tout, c'est de déstabiliser les réseaux qui sont implantés. Parce que le drame de Perpignan, c'est qu'on a laissé faire. Voilà. On a laissé faire, et puis à partir de certains seuils, écoutez, le petit trafiquant, lui, il croit que la rue lui appartient, ou que l'immeuble lui appartient, ou que la cité lui appartient. Et donc évidemment, quand vous venez le déranger, il n'est pas content. Il avait pris ses habitudes, il faut le comprendre. Oui, mais voilà. Mettez-vous à la place des gens, monsieur. Ça, c'est une responsabilité très importante qu'avait pris la municipalité auparavant. C'est valable pour un certain nombre de quartiers. D'ailleurs, je communiquerai dessus dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà, il faut tout simplement faire respecter la loi. C'est pas extravagant. Quand je prends un arrêté qui demande aux épiceries de nuit, aux commerces de nuit, pour être plus large, de fermer à 22h, pourquoi je le prends? Non pas parce que j'aime pas les épiciers et les épiciers de nuit. Il y a toujours un service qui est rendu à des gens qui ne peuvent... Vous ne croyez pas qu'il y a un modèle économique viable dans ces épiceries?
que si on vend du benko et du café et des gâteaux, on s'en sort comme ça. Sûrement, mais peut-être elle serait moins nombreuse. Mais là, on voit bien, tapage nocturne, etc., etc. Le fait de les avoir fermés, on commence à avoir des résultats. Moi, je ne prends pas ça de gaieté de cœur. Peut-être faudra-t-il tout trouver une négociation avec certains de ces commerces-là pour trouver un label et qu'ils nous garantissent que dans leur établissement, il n'y a aucun trafic, et en tout cas qu'il n'y ait pas de tapage, qu'il n'y ait pas d'incivilité, qu'il n'y ait pas... Voilà, on va pouvoir discuter maintenant. Mais il fallait le prendre à cet instant T, parce que dans certaines rues, les habitants n'en pouvaient plus. Voilà, ils ne dormaient plus, ils étaient menacés, et voilà, et tout ça, c'est pas les épiciers eux-mêmes, mais c'est une certaine clientèle qui fréquentait certains établissements dans certains quartiers. C'est marrant, vous êtes précautionneux de vos mots. Oui, parce qu'on va vers sûrement... vous savez que maintenant les gens s'indignent facilement. Non, mais je ne veux pas qu'ils s'indignent. De toute façon, ils sont fermés à 22h. Ouais. Donc la police fait son travail. Certains ne sont pas contents. Je les reçois d'ailleurs individuellement quand ils me le demandent. D'autres, finalement, sont très contents parce qu'ils faisaient leur boulot d'épicerie sans aucun problème. Tout ça se régulera avec le temps. Et j'espère que les trafiquants iront ailleurs. On n'est pas obligé à Perpignan de subir et de collationner l'ensemble des fauteurs de troubles. Il y a plein de villes comme ça qui prônent la tolérance et qui feraient bien d'en accepter chez eux. Mais ce n'est pas le cas. Alors, à force de donner des coups de pied dans les fourmilières, les fourmis se rebellent. Il paraît que vous êtes menacés de mort. Mais non, mais tout le monde est menacé de mort aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Donc, et les élus, prioritairement, mais pas seulement. On l'a vu, il y a des maires en ce début de mandat qui ont été agressés dans d'autres villes, etc. Donc moi, je préfère prévenir... Vous n'êtes pas autant en danger qu'au Mingros à l'époque des Gilets jaunes, vous voulez dire? Je ne sais pas, je n'étais pas au courant des enquêtes internes, mais je préfère prévenir que guérir. Voilà. Et comme je fais un certain nombre de déplacements en ville, dans tous les quartiers, et bien écoutez, je préfère avoir des gens qui surveillent ce que je fais et qui me surveillent, plutôt que d'avoir à le faire moi-même. Voilà. C'est cohérent avec ma mission, c'est pas extravagant, et dans tous les cas de figure, j'allais dire, on reçoit des personnalités, il y a d'autres élus, il y a d'autres adjoints, et on essaye de protéger tout le monde. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt tendu. Voilà. Alors, il y a aussi le Covid, vous êtes le premier maire élu sous Covid, si j'ose dire. C'est pas sous blister, mais sous Covid. Ça complique aussi les choses. Beaucoup. Alors beaucoup. Déjà que le centre-ville, par exemple, sur le centre-ville et les commerces, se rajoutent... Alors il y a un certain nombre de mesures d'ailleurs qui avaient été prises par mon prédécesseur qu'il faut prolonger pour permettre au commerce tout simplement de fonctionner. Mais on s'aperçoit que c'est de plus en plus difficile avec les mesures que le gouvernement a prises, notamment à Marseille. On espère que ça n'arrivera pas jusqu'à nous. Mais après, il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper. Jusqu'au dernier moment, on a eu peur que la foire expo ne se tienne pas. Elle démarre aujourd'hui à Perpignan. On se fait du souci pour la foire Saint-Martin. On se fait du souci pour les équipements culturels. Je pense au théâtre de l'Archipel. On se fait du souci pour le tourisme d'affaires, palais des congrès, les spectacles, par des expositions, etc. Bref, il y a tout un pan de l'économie locale qui est au ralenti. Et ce ralenti coûte cher. Il coûte cher aux entreprises privées qui produisent de la culture et de l'économie, et il coûte cher aussi à la collectivité, parce que la collectivité ne rentre pas de recettes, et elle gère des établissements qui n'ont plus la même fréquentation qu'ils avaient avant, style le parc d'exposition, style le palais des congrès, style le théâtre de l'Archipel. Donc je rappelle qu'il est un peu la pièce maîtresse du dispositif culturel de la ville de Perpignan. Mais aujourd'hui... Alors, est-ce que la programmation a été lancée? La programmation a été lancée, mais avec des protocoles sanitaires évidemment très importants et avec une fréquentation qui est évidemment en baisse. Sauf qu'à la fin, il faudra payer l'addition, et cette addition, c'est le contribuable qui la paiera. Il y a de la maintenance de toute manière. Il y a de la maintenance, il y a des employés... Coûts fixes, tout ça. Voilà, il y a un directeur... Et tous ces gens travaillent et sont là et préparent
prépare la saison, même si saison il n'y a pas. Mmh. Et là, c'est toute la négociation qu'il y a à voir avec le ministère de la Culture pour faire fonctionner tous ces équipements. Est-ce que on est dans l'urgence Covid comme on est à Marseille Non. ou à Bordeaux ici? Pour l'instant, on ne l'est pas, et c'est pour ça que systématiquement, moi, je demande aux gens d'être un peu raisonnables. Voilà, c'est pas... Oui, histoire qu'on n'y retourne pas. Exactement. Je veux dire, mettre un masque, c'est très agréable, il faut le reconnaître, mais il vaut mieux le mettre pour éviter que d'autres ne soient malades ou pour éviter que la pandémie se diffuse. Alors certains y croient, d'autres pas. Je veux dire, Non, mais c'est pas une c'est question même pas la de croyance question. religieuse, Exactement. quoi. C'est voilà. Essayons. Sur Alex, c'est de l'ex. Essayons d'avoir un minimum de discipline. Mhm. Voilà, parce que si on n'est pas capable de se discipliner sur ces choses-là, après il ne faut pas évidemment que l'État profite de la situation pour imposer d'autres choses. Oui. Ça, c'est une autre question. Mais sur ces choses-là, on peut respecter. Dans les écoles, on l'a fait, ça se passe même si plutôt pas mal. Et on essaye quand même un tant soit peu, d'être vigilant à tout ce qui se passe. Et c'est valable pour la restauration, pour les bars. On ne mesure pas, tout le monde parle des mesures pour interdire la restauration et les bars à Marseille, mais c'est vrai qu'on ne communique pas assez sur tous les efforts qui ont été faits par la profession pour pouvoir continuer à fonctionner. Je crois qu'on ne se rend pas compte. Tous les équipements qu'ils ont dû acheter, les mesures pour les salles, les plexiglas, les gels, les ceci, les cela, bref, c'est quand même... C'est un investissement. C'est un investissement. Heureusement que l'État, d'ailleurs, y a pallié un certain nombre de cas. Mais il faut aussi tenir compte de ça. Il y a eu des efforts faits des professionnels. Alors les usagers que nous sommes, essayons aussi de jouer le jeu et de pas faire que nous soyons obligés demain de fermer des établissements parce que 50 personnes se sont mal comportées un soir ou je ne sais rien. Voilà. Alors, l'université, c'était une discussion que nous eûmes tantôt sur, maintenant vous êtes maire, donc... l'université, même si elle ne dépend pas de vous, elle dépend du ministère de l'enseignement supérieur, il n'en demeure pas moins qu'en tant que maire, vous y êtes intéressé à son fonctionnement, d'autant que vous avez, enfin vous non, votre prédécesseur, M. Pujol, il y a investi quelque chose comme 25 millions, je me trompe, entre les 8 millions du premier bloc Campus Mailly. À peu près, mais il y en aura d'autres. Voilà. Et on était d'ailleurs... Électricité offerte, eau offerte... Le retour des étudiants en centre-ville était un projet que nous avions déjà, nous, dans notre programme en 2014. Donc Pujol l'avait aussi. Je rappelle simplement que nous voulions la faire là où elle est aujourd'hui. Donc Pujol voulait la faire sur la dalle Arago. Bon, depuis la dalle Arago, il va y avoir le palais de justice. Et c'est un tout autre projet qui va voir le jour. Mais cette université, il faut la soutenir. Mais il ne faut pas s'arrêter au milieu du gué. Je veux dire, là, les étudiants vont arriver en septembre 2021, je crois. Il faut que tout soit prêt, y compris un espace de restauration. Parce que ces étudiants, ils vont aller certainement fréquenter les commerces de centre-ville, mais ils vont aussi... Alors là, ils ne les fréquentent pas, c'est bien ça le problème. Mais petit à petit, ils vont arriver quand même. Bon, ça prend du temps. Oui. Mais ça va le faire. Et puis après, il y a le prolongement de l'université. C'est quand même la refonte et la rénovation de l'ensemble du quartier historique de Saint-Jacques et Saint-Mathieu qu'il faut réussir. Et ça, c'est un enjeu pour l'avenir de la ville, alors, et pas seulement pour l'université. Est-ce que vous discutez avec les tribus indiennes vivant sur place? Je dis ça de manière humoristique, mais dans l'épisode précédent, on a posé des bâtiments, comme on dit en catalan, tot brut, sans discuter avec les habitants. C'est pour ça qu'il y a des frictions et qui sont passées de 1 vigile à 2 vigiles, pour le dire vite. On est en train de renouer le dialogue et en essayant d'y intégrer les acteurs qui y vivent. Par exemple, ce matin, je recevais l'atelier de l'urbanisme municipal qui a un vrai savoir-faire, qui a le contact avec la population et qui va maintenant lui-même proposer des choses, j'allais dire à dimension humaine, avec les habitants, et on va cheminer comme ça, à mon avis, dans le dialogue et moins dans la confrontation, en espérant que les mêmes qui se sont affrontés aux précédentes élections sur le dos du quartier arrêteront de le faire pour que tout le monde puisse vivre demain dans des conditions décentes, dans un quartier apaisé et en respectant la spécificité culturelle du quartier, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi. Alors,
Est-ce qu'il ne manque pas au quartier quelque chose que vous avez mis dans votre programme, qui est cette fameuse radio gitane dont nous parlions tantôt, et pourquoi? Il ne faut pas en parler, il faut la faire maintenant. Il faut trouver un lieu, il faut que la préfecture y prenne sa part, parce qu'il y a aussi un certain nombre très certainement de contrats de travail, d'aide à apporter, ou d'équipement d'ailleurs, et je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir se faire très vite. Mais là encore, dans ce quartier-là, tout est sensible, il faut avancer pas à pas, et donc c'est en tout cas un projet qui, je l'espère moi, aura une réalité à l'année 2021. D'accord. Il faudrait qu'elle soit faite. Et voilà, c'est tout. Parce donc que là, vous l'avez dit, c'est en direct, on ne peut plus changer. C'est pas ça, il faut trouver un local, ça ne paraît pas... Oui, non, ici on en a des locaux. Il y a des volontaires qui veulent, donc eux sont un savoir-faire, moi pas. Et si on leur trouve les équipements, que la préfecture joue le jeu et que la population, une partie s'y intéresse, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Surtout qu'aujourd'hui, une radio, comme vous dites, par Internet, c'est quand même beaucoup moins onéreux que ça ne le fut avant, avec des émetteurs, avec je ne sais quoi. Donc, en tout cas, on y travaille et moi j'espère bien que ça ouvrira très vite. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles des Beaux-Arts? L'école des Beaux-Arts, je vous embête avec ça, parce que ça aussi, j'avais martelé ça pendant la campagne. Vous avez dit banco pour les Beaux-Arts. Alors, on en a discuté, y compris d'ailleurs avec la DRAC. Les Beaux-Arts tels qu'on les a connus, c'était de l'enseignement à horizon très court, ça paraît peu probable. En revanche, il y a à mettre en place, et là pour le coup, notre ami André Bonnet y travaille sérieusement, peut-être s'orienter au départ vers une classe prépa, Beaux-Arts, avec des enseignants, et peut-être lancer, commencer petit, modeste, municipal, pour peut-être demain élargir s'il y a la fréquentation, mais la volonté qu'il y ait à Perpignan une offre artistique par le biais d'une école, quel que soit le statut, à des publics aussi différents que des étudiants ou des seniors, ça c'est quelque chose que nous sommes en train de mettre en place. Une autre question, on parlait de l'université, on y revient, le retour de l'enseignement de la médecine à Perpignan. Est-ce que c'est toujours une bonne idée, surtout via le Covid? Non, mais de toute façon, tout ce qui fera que nos jeunes ne partent pas ailleurs étudier est une bonne idée. Donc c'est valable pour la médecine, c'est valable pour les écoles d'ingénieurs, ou même des écoles de commerce. Donc nous sommes en train de travailler le projet d'une classe d'école de commerce sur la ville aujourd'hui. La médecine, il faut travailler, puisque manifestement les universités françaises sont assez frileuses. Je rappelle qu'on est quand même une grosse ville, que nous n'avons pas de CHU. Et oui. On devait avoir celui de Nîmes, mais il a échoué à Nîmes. En revanche, on a peut-être l'expérience de l'hôpital transfrontalier de Puigcerdá. On pourrait imaginer une première année de médecine commune à la France et à la Catalogne, à l'Espagne, avec un partenariat. Et ça me paraît être de l'ordre du possible. Et j'ai lancé un certain nombre de têtes chercheuses de l'autre côté de la frontière pour prendre les contacts nécessaires et pour essayer d'avancer sur ce projet-là. Alors, on a fait le tour de nos anciennes discussions pour savoir, maintenant que vous êtes élu, où vous en êtes. Le commerce en centre-ville, est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qui peut... Hors Covid, il était déjà malade. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour donner envie aux gens de venir? Il faut tout simplement... Pourquoi moi je viendrai au centre-ville? Il faut travailler sur plusieurs sujets. D'abord, on va aller vers des friches commerciales. Contrairement à ce qu'on peut croire, les grandes surfaces ne se portent pas aussi bien qu'on pense. Je pense pour les hypermarchés notamment. Donc, la consommation est en train de changer. C'est lié au Covid d'ailleurs. Beaucoup plus de proximité, les gens demandent plus de proximité, favorisent plus les circuits courts. Donc, il faut essayer de faire venir les gens vers les commerces de proximité ou de centre-ville. Ça,
Alors, on a développé plusieurs choses. On va recruter ce que l'on appelle, c'est un terme, manager de centre-ville, qui va faire un peu un état des lieux pour faire venir de nouvelles enseignes au centre-ville. Mais si on fait venir de nouvelles enseignes, il faut qu'ils soient attractifs. Il faut régler le problème d'un certain nombre de rues qui sont dans un état catastrophique. Je pense à la rue des Augustins. Il y a un projet dessus, on continue à préempter pour en faire un quartier ou une rue du terroir, une rue d'ici en quelque sorte, une rue où on retrouverait de l'art, de l'artisanat, des produits des Pyrénées-Orientales, des produits du Roussillon, des produits du sud-ouest de la France, spécifiquement ici, évidemment de retrouver une quiétude, ça veut dire de retrouver un minimum de sécurité, d'où l'installation des postes de police au Palmarium et maintenant à la Cigale, ça c'est pour la partie Saint-Jacques, de développer sur le centre-ville aussi, qu'on pourrait dire qu'il y ait moins de pression fiscale sur les commerces qui viendraient s'installer. Et là, c'est tout l'enjeu des préemptions et de la mise à disposition de locaux commerciaux à des prix raisonnables pour permettre à des commerçants de s'y installer à des coûts qui sont moins chers que ceux qui n'ont été par le passé. Et de réunir les commerçants. On a créé un conseil consultatif du commerce qui a été voté en conseil municipal. Maintenant, on va réunir les commerçants qui veulent travailler à un projet pour animer. Là aussi, on s'est aperçu longtemps que le centre-ville, le commerce manquait d'animation, tout simplement d'animation. Le parking, nos business, nos parkings, disaient les Américains, là on renégocie avec Indigo. Je pense que je serai en mesure de donner une indication sur les négociations le mois prochain pour que nous ayons une plage horaire plus large avec des tarifs plus intéressants et très certainement le week-end gratuit, c'est-à-dire le samedi entier. Sur des choses comme ça, on avance et ça permettra, je l'espère, de relancer petit à petit la machine et d'avoir d'autres projets. Je pense aux Dames de France où un certain nombre de projets sont en train d'être étudiés. Mais il ne faut pas laisser les dents creuses s'installer, il ne faut pas laisser des commerces fermés, il faut tenter d'agiter en permanence et de faire venir des gens de l'extérieur vers le centre-ville et pas, malheureusement, ce qui a été la politique pendant 30 ans, c'est-à-dire de bâtir des centres, des galeries commerciales à l'extérieur, ce qui a vidé une partie du centre-ville et qui continue d'ailleurs, malheureusement. Alors, dernière question. On n'a pas encore parlé de la phonothèque. On a eu le Festival international du disque de M. Casagrand, qui a failli partir, mais que vous avez rattrapé. Et en lui disant, vous pourrez faire ce que vous voudrez avec vos carnets d'adresses. Et il veut donc construire cette fameuse phonothèque. C'est là où on avait vu M. Pujol en dernière interview, à un ancien magasin, mais les gens racontent que vous voyez grand pour lui et que vous allez acheter pour lui un grand espace du côté du cours maintenant. Écoutez, moi je ne vous le dirai pas où on en est. Il est en train de travailler avec André Bonnet sur ce sujet-là. Mais effectivement, il y a la promesse de enfin réaliser cet équipement culturel qu'il souhaite depuis, je ne sais pas combien de temps, il me l'a dit. Ouais, les années 80. C'est incroyable. Les années 87, Je crois que c'est assez incroyable depuis le temps qu'il se bat pour ça. On va enfin pouvoir le mettre en œuvre et je pense que ce sont deux amis de toute façon, André et Casagrand, et qui vont réussir à trouver la meilleure solution possible. Mais la volonté municipale est là, donc ça se fera. Très bien. Louis Alliot, merci. Merci.